C'était en juin 2015. J'avais 24 ans et j'étais sur le point d'obtenir ma licence en biochimie. Pas seulement obtenir, j'allais être diplômée avec mention. Première de ma promotion. J'avais passé 4 ans sans presque dormir, à vivre de pâtes bon marché et de café instantané, travaillant 2 emplois à temps partiel juste pour boucler les fins de mois, pendant que mes parents insistaient sur le fait qu'ils ne pouvaient pas m'aider financièrement. « Tu es l'aînée, Maya », disait-il. « Tu dois apprendre à te débrouiller seule. » Pendant ce temps, ma petite sœur Léna avait tout sur un plateau d'argent. Une nouvelle voiture pour ses 18 ans ? Coché. Le loyer payé par papa et maman pendant qu'elle cherchait sa voie ? Coché. Des dîners hebdomadaires dans des restaurants hors de prix ? Coché. Mais je refusais de devenir amère. Je me disais que tout ça me rendait plus forte. Que ça forgeait mon caractère, non ? Je préparais ma fête de remise de diplôme depuis des mois. Rien de luxueux, juste la famille proche et quelques amis dans notre brasserie locale. Une trentaine de personnes, peut-être. J'avais économisé 400 € grâce à mon boulot de tutrice, rien que pour ça. C'était censé être mon moment, la première personne de ma famille à obtenir un diplôme universitaire. Mes parents avaient promis d'être là. Papa avait même dit qu'il ferait un discours. Maman voulait préparer son célèbre gâteau forêt noire. 2 semaines avant la cérémonie, je suis allée dîner chez eux un dimanche. Dès que j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose clochait. Maman triturait sa serviette. Papa évitait mon regard. Léna était assise à table avec un petit sourire étrange. « Maya, ma chérie, il faut qu'on parle », commença maman. Mon estomac se serra. « Ton père et moi avons réfléchi, à propos de ta fête de remise de diplôme. » Oui. J'ai essayé de garder ma voix calme. Eh bien, voilà. Elle jeta un coup d'œil à Léna. Ta sœur traverse une période très difficile en ce moment. Elle a rompu avec Félix la semaine dernière et elle est complètement dévastée. Elle pleure tous les jours. Je regardais Léna. Oui, elle avait l'air triste, mais elle ressemblait surtout à quelqu'un qui venait de gagner une bataille. Je suis désolée d'apprendre ça, Léna, dis-je prudemment. Mais quel rapport avec ? Elle ne pense pas pouvoir supporter une grande fête pour l'instant, m'interrompit papa. Toute cette joie, cette ambiance, ce serait trop dur pour elle émotionnellement. J'ai éclaté de rire. Impossible de me retenir. Vous plaisantez ? Maya, ne sois pas insensible, répliqua maman sèchement. Ta sœur souffre. Donc, quoi ? Vous voulez que je reporte ma fête de diplôme parce que Léna a rompu avec son copain ? Ma voix montait. Un copain qu'elle a fréquenté 4 mois ? Nous pensons qu'il vaudrait mieux que tu l'annules, dit papa d'un ton ferme. Juste pour l'instant. Tu pourras faire quelque chose de plus petit plus tard, quand Léna ira mieux. Le monde s'est mis à tourner. C'est ma remise de diplôme universitaire. J'ai travaillé comme une folle pendant 4 ans. J'ai à peine dormi. J'ai mangé du riz et des haricots pendant des semaines pour économiser. Et vous voulez que j'annule ma fête parce que Léna est triste d'une rupture ? Ce n'est pas juste une rupture, éclata Léna en larmes. Je l'aimais. Tu ne comprends pas ce que c'est d'avoir le cœur brisé. Tu as 20 ans, Léna. Tu auras 100 autres copains. Tu vois ? Maman me pointa du doigt comme si je venais de prouver son point. Voilà exactement le genre d'attitude insensible qui rend impossible pour ta sœur d'être près de toi en ce moment. Je regardais mon père, espérant qu'il serait la voix de la raison. Il l'avait toujours été. Mais il secoua simplement la tête. Ta mère et moi n'irons pas si tu maintiens ta fête. Nous devons être ici pour Léna. Elle a besoin de nous. Quelque chose s'est fendu en moi. Pas brisé, fendu, comme de la glace qui craque sur un lac gelé. Et d'accord, dis-je doucement. Bien sûr qu'elle a besoin de vous. Je suis tellement contente que tu comprennes, dit maman, soulagée. Oh, je comprends parfaitement. Je me suis levée et j'ai attrapé ma veste. Je comprends que rien de ce que je fais ne sera jamais aussi important que ce que Léna vit à n'importe quel moment.
Je comprends que je pourrais guérir le cancer et que vous trouveriez quand même une raison de ne pas célébrer parce que Lena a eu une mauvaise journée. Maya. C'est fini. Mes mains tremblaient pendant que j'enfilais ma veste. Je vais faire ma fête. Vous êtes les bienvenus, ou non? Mais dans tous les cas, j'en ai fini d'essayer de gagner votre attention. J'en ai fini de me battre contre Lena pour avoir des miettes de reconnaissance parentale. Et n'ose pas sortir par cette porte, tonna papa. Montre un peu de respect. Du respect? Je me retournai. Comme celui que vous m'avez montré? Vous savez quoi? J'ai été acceptée dans un programme de master à Heidelberg. Bourse complète. J'ai reçu la lettre la semaine dernière. J'allais vous l'annoncer ce soir, mais je suppose que c'est le bon moment. Je quitte Francfort. Je quitte tout ça. Le visage de maman est devenu livide. Heidelberg? Mais, tu ne peux pas simplement partir. Regarde-moi faire. Je suis partie. Derrière moi, j'entendais Lena pleurer encore plus fort, maman essayant de la consoler, papa criant mon nom. Je ne me suis pas retournée. J'ai eu ma fête de remise de diplôme. 12 personnes sont venues, des amis de l'université, ma colocataire, quelques-uns de mes professeurs préférés. Mes parents ne sont pas venus. Lena a publié sur Instagram le même soir depuis une boîte de nuit, apparemment remise de son chagrin d'amour, en légendant « Living my best life » de cœur étincelle. J'ai vu la publication aux toilettes, pendant ma propre fête, et j'ai juste ri. Un rire amer, creux, qui a poussé ma coloc à venir vérifier si j'allais bien. En août, j'ai déménagé à Heidelberg. J'ai complètement coupé les ponts avec ma famille. J'ai changé de numéro, bloqué tout le monde sur les réseaux sociaux. Ma mère a envoyé des lettres à mon ancienne adresse, que mon ex-colocataire me faisait suivre. Je ne les ai jamais ouvertes. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je voyais son écriture, j'avais l'impression que la fissure en moi menaçait de se rouvrir. Heidelberg m'a sauvée. Le programme de master était intense, mais je m'y suis jetée corps et âme. J'étudiais la recherche biochimique sur le cancer, avec un accent sur les thérapies ciblées pour les tumeurs agressives. Je passais 16 heures par jour au labo. J'ai publié des articles. J'ai collaboré avec des chercheurs du monde entier. Pour la première fois, j'étais dans un environnement où mon travail comptait plus que les drames familiaux. Mon superviseur, le Dr Werner Schmidt, est devenu une sorte de mentor. Un homme brillant, bourru, la soixantaine, couronné de récompenses, et allergique aux bêtises. Un jour, après quelques mois, il m'a prise à part. Maya, ton travail est exceptionnel. Mais tu t'épuises. De quoi fuis-tu? J'ai failli mentir. Mais quelque chose dans son regard direct m'a poussé à tout lui raconter. Quand j'ai fini, il est resté silencieux un long moment. La famille, c'est compliqué, a-t-il fini par dire. Mais la meilleure vengeance, c'est le succès. Alors, faisons en sorte que tu sois si brillante qu'il ne puisse plus jamais t'ignorer, même s'il le voulait. C'est devenu ma mission. Pas pour me venger, je me disais que ce n'était pas ça, mais parce que j'avais enfin quelqu'un qui croyait en moi. Quelqu'un qui voyait mon potentiel et ne le minimisait pas. 2 ans plus tard, notre équipe a fait une percée. Nous travaillions sur un nouveau composé capable de cibler les cellules cancéreuses tout en épargnant les cellules saines. C'était encore au stade cellulaire, mais les résultats étaient spectaculaires. Le Dr Schmidt a décidé de présenter nos travaux à une grande conférence internationale d'oncologie. Puis un miracle est arrivé. Notre article a été publié dans une revue scientifique majeure. Et les médias s'en sont emparés. Soudain, on parlait de « recherche prometteuse » et de « possible révolution thérapeutique ». Tout est allé très vite. La presse scientifique allemande voulait des interviews. Puis les chaînes nationales. Puis les médias internationaux. J'essayais de rester en retrait, après tout, je n'étais qu'une étudiante en master, mais le Dr Schmidt a insisté. C'est ton travail autant que le mien. Assume-le. Le sommet a été atteint en décembre 2017. Nous avons été invités à présenter nos recherches lors d'une émission télévisée spéciale célébrant les avancées scientifiques allemandes. C'était en prime time, sur ERD.
J'en avais l'estomac noué pendant des semaines. Le jour de la diffusion, j'attendais en coulisses, dans un tailleur emprunté, essayant de ne pas vomir. Le docteur Schmidt a posé une main ferme sur mon épaule. « Tes parents sont des idiots », a-t-il dit sans détour. Au cas où personne ne te l'aurait dit. Mais tu vas aller là-bas, et tu vas montrer à tout le pays ce qu'ils ont perdu. J'ai hoché la tête, incapable de parler. L'interview est passée en un éclair. Je me souviens des projecteurs, du sourire bienveillant de la présentatrice, de nos échanges sur la recherche et son impact potentiel pour les patients atteints de cancer. Je me souviens du docteur Schmidt expliquant fièrement mes contributions spécifiques, des graphiques montrant nos données cellulaires, rendues compréhensibles pour le grand public. Et puis la présentatrice m'a demandé: « Que représente pour vous cet accomplissement, personnellement ?» Je n'avais rien préparé pour cette question. J'ai ouvert la bouche et la vérité est sortie toute seule. « Cela signifie que le travail acharné compte, » ai-je dit. Que même quand ceux qui sont censés vous soutenir ne le font pas, vous pouvez quand même construire quelque chose de grand. Que votre valeur ne dépend pas de la capacité de votre famille à la voir. Les yeux de l'intervieweur s'agrandirent légèrement. On dirait que ça vient d'une expérience personnelle. C'est le cas. Je souris, mais mes yeux étaient humides. Mais j'en suis reconnaissante maintenant. Parce que cela m'a appris à me valider moi-même au lieu d'attendre que les autres le fassent. L'émission a été diffusée un mercredi soir. Je l'ai regardée chez le docteur Schmidt avec quelques collègues, en buvant du vin et en grignotant des bretzels par stress. Mon téléphone était éteint, j'avais un nouveau numéro depuis mon déménagement, et seules quelques personnes l'avaient. Mais j'avais oublié une chose, les réseaux sociaux. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec 47 appels manqués sur l'ancien téléphone que je gardais pour les opérations bancaires mais que je ne consultais jamais vraiment. Des emails à mon adresse universitaire. Des messages privés sur LinkedIn, Facebook, Instagram provenant de comptes dont j'avais oublié l'existence. Tous venant de ma famille. Ma mère, Maya, nous t'avons vu à la télévision. Nous sommes tellement fiers. Appelle-nous. Mon père, notre fille, la scientifique. Nous avons toujours su que tu ferais de grandes choses. Léna, OMG, tout le monde au travail parle de ma sœur la génie. Appelle-moi. Il y en avait beaucoup d'autres. Tant d'autres. Tante, oncle, cousin avec qui je n'avais pas parlé depuis des années. Tout le monde voulait soudainement me féliciter, renouer, faire partie de mon succès. Je me suis assise sur mon lit dans mon petit appartement étudiant, fixant les messages, et je n'ai ressenti rien. Ni colère, ni satisfaction, ni revanche. Juste ce vide immense et résonnant là où tous ces sentiments se trouvaient autrefois. Puis ma mère a envoyé un message vidéo. J'ai failli le supprimer, mais quelque chose m'a poussé à appuyer sur play. Son visage remplissait l'écran, plus âgé que je ne me souvenais. Quand avait-elle vieilli autant ? Maya, ma chérie, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère. Tu as parfaitement le droit de l'être. Mais nous sommes ta famille. Nous t'aimons. Nous avons fait des erreurs terribles mais nous voulons réparer ça. Donne-nous une chance, s'il te plaît. Reviens à la maison. Derrière elle, je pouvais voir mon père. Il semblait plus petit, d'une certaine manière. Défait. Et Léna, planant à l'arrière-plan, pour une fois pas au centre de l'attention. J'ai regardé la vidéo 3 fois. Puis je l'ai supprimée. Le docteur Schmidt m'a trouvé au laboratoire plus tard ce jour-là, même si c'était un samedi et que je n'aurais pas dû être là. « Tu as vu les messages ?» dit-il. Ce n'était pas une question. J'ai hoché la tête. « Que vas-tu faire ?»« Rien, » répondis-je. « Absolument rien. Aucune confrontation dramatique ? Aucun reproche ? Les Allemands adorent une bonne confrontation familiale. » J'ai presque souri. J'ai dit tout ce que j'avais à dire il y a 2 ans quand je suis partie. Ils n'ont pas écouté parce qu'ils n'étaient pas obligés. J'étais juste Maya, l'aînée oubliable qui était censée comprendre. Maintenant je suis Maya de la télé, et soudain j'ai de l'importance. Mais je suis la même personne que j'étais il y a 2 ans. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant les autres voient ma valeur.
Ils ne me voient pas soudainement, ils voient ce que les autres voient en moi. Ce n'est pas la même chose. Le docteur Schmidt resta silencieux un moment. Tu es sage au-delà de ton âge, tu sais ça? J'ai eu de bons enseignants. Je fis un geste autour du laboratoire. Cet endroit, ces gens, vous êtes devenus ma famille quand ma famille de sang ne se souciait pas. Je ne renoncerai pas à ça pour retourner auprès de personnes qui ne me veulent que maintenant que je suis précieuse pour leur image. Et alors c'est tout? Tu les coupes définitivement? Je ne sais pas pour toujours. Mais pour l'instant? Oui. Ils doivent assumer leur choix. Peut-être qu'un jour, s'ils font l'effort de comprendre pourquoi ce qu'ils ont fait était si dévastateur, nous pourrons parler. Mais je ne vais plus courir après leur approbation. J'en ai fini de performer pour un public qui n'applaudit que quand les autres regardent. Je ne les ai jamais rappelés. Finalement, les messages ont ralenti. Ma mère envoie encore parfois des emails. J'ai mis en place un filtre pour qu'ils aillent dans un dossier que je ne consulte pas. Anniversaire, fête, message je pense à toi. Toujours parler de combien je leur manque, sans jamais vraiment reconnaître pourquoi je suis partie. Léna s'est mariée l'année dernière. Je le sais parce qu'un cousin a posté à ce sujet. Le mariage avait l'air magnifique. Cher. J'ai ressenti un petit pincement, pas de jalousie, mais de tristesse pour ce qui aurait pu être. Dans une autre vie, dans une autre famille, j'aurais peut-être été sa demoiselle d'honneur. Nous aurions pu être proches. Mais dans cette vie, j'ai quelque chose de mieux. J'ai maintenant un doctorat. Je dirige ma propre équipe de recherche. Nous sommes en essai clinique avec notre composé thérapeutique contre le cancer. J'ai des collègues qui sont devenus des amis. J'ai une vie que j'ai construite de toutes pièces, sans raccourci, sans filet parental, sans personne à satisfaire à part moi-même et mon travail. Parfois, tard le soir, je me demande si je suis trop dure. Si je devrais leur donner une autre chance. Mais je me rappelle cette fête de remise des diplômes que je n'ai jamais eue, et combien je me suis sentie petite à ce moment-là, quand mes parents ont choisi la tristesse temporaire de ma sœur plutôt que mon accomplissement durement gagné. Je me rappelle des années à venir en second, à qu'on me dise que j'étais trop sensible, trop exigeante, trop et pourtant pas assez à la fois. Et je me rappelle que je ne dois à personne l'accès à la vie que j'ai construite à partir des ruines de leur rejet. Le docteur Schmidt a pris sa retraite le mois dernier. Lors de sa fête d'adieu, il a prononcé un discours sur les moments forts de sa carrière. Il a mentionné plusieurs projets, plusieurs étudiants qu'il avait rendus fiers. Quand il est arrivé à moi, sa voix s'est brisée. Maya m'a rappelé pourquoi je suis devenue scientifique, a-t-il dit. Pas pour les récompenses ou le financement, mais pour la pure et obstinée conviction que nous pouvons améliorer les choses. Elle est arrivée dans mon laboratoire fuyant la douleur, et elle l'a transformée en but. Si je n'ai rien fait d'autre de bien dans ma carrière, c'est que je l'ai aidée à voir ce dont elle était capable. Bien que, honnêtement, je pense qu'elle le savait depuis le début. Elle avait juste besoin que quelqu'un cesse de se mettre en travers de son chemin. Après la fête, alors que nous rangions son bureau, je lui ai demandé, « Pensez-vous que je suis trop dure avec eux? Ma famille ?» Il fit une pause, tenant une boîte de vieux papiers. « Sais-tu quelle est la différence entre le pardon et la réconciliation ?» J'ai secoué la tête. Le pardon est ce que tu fais pour toi-même, pour te libérer du poison. La réconciliation est ce que tu fais avec quelqu'un d'autre, et cela nécessite qu'il fasse le chemin à mi-chemin avec une compréhension et un changement sincère. Tu peux pardonner à quelqu'un et choisir de ne pas te réconcilier. Et ce n'est pas seulement acceptable, parfois c'est le choix le plus sain que tu puisses faire. Je crois que je leur ai pardonné, dis-je lentement. Je ne les hais pas. Je ne leur souhaite pas de mal. Mais je ne veux pas non plus qu'ils fassent partie de ma vie. Alors tu as déjà fait le travail difficile. Il sourit. Tout le reste n'est que du bruit. La semaine dernière, j'ai reçu un appel d'une journaliste qui préparait un article sur la fuite des cerveaux des jeunes scientifiques allemands. Elle voulait m'interviewer sur pourquoi je suis restée en Allemagne malgré des offres d'institutions américaines et britanniques. Parce que quelqu'un ici m'a vu quand j'étais invisible, lui ai-je dit. Parce que Heidelberg m'a donné une chance alors que ma propre famille ne se souciait pas. Parce que je veux que d'autres enfants qui se sentent négligés et sous-évalués voient qu'il y a une place pour eux ici, où leur travail sera reconnu pour sa valeur propre.
L'article est paru hier. Je me prépare à une nouvelle vague de messages de ma famille. Mais cette fois, je n'ai ni peur, ni tristesse, ni colère. Cette fois, je suis juste indifférente. Ils font partie de mon histoire d'origine, certes, mais plus de mon parcours. J'ai maintenant 33 ans. J'ai une carrière que j'aime, des recherches qui pourraient réellement aider des gens, des collègues devenus de vrais amis, et une paix que je n'aurais jamais cru trouver. Ma vie ne s'est pas déroulée comme je l'imaginais à 24 ans, pleine d'espoir, planifiant une fête de remise de diplôme. Elle s'est déroulée mieux. Parce que j'ai appris que parfois, la famille dont on a besoin n'est pas celle dans laquelle on est. Parfois, c'est celle qu'on se construit soi-même, dans les recoins silencieux des laboratoires universitaires, des petits appartements et des conversations tard le soir autour d'un vin bon marché. Parfois, la meilleure chose à faire est de s'éloigner de ceux qui vous rabaissent, même s'ils sont de votre sang. Surtout s'ils sont de votre sang. Mes parents ont choisi ma sœur plutôt que mes rêves. Alors j'ai choisi moi-même. Et je referai ce choix, 1000 fois. Certaines personnes disent que je le regretterai quand ils ne seront plus là. Peut-être qu'elles ont raison. Mais je regretterai davantage de ne jamais avoir découvert qui je pourrais devenir sans que leurs ombres n'assombrissent ma lumière. Et honnêtement, la vue d'ici est sacrément belle. Merci d'aider cette chaîne à continuer de grandir. Mettez un like si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour voir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine!